Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo mensuelle que j'adore tourner. Et je pense que c'est aussi l'une des vidéos que vous préférez voir sur Booktube, du coup ça me va parfaitement. Du coup je vous retrouve, on est lundi 10 février, tout simplement, j'ai pas pu vous prendre plus tôt parce que j'étais au ski la semaine dernière, c'était génial, on a eu un temps de rêve, du coup je vais pas du tout m'en plaindre et puis voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui avec 5 livres à vous présenter. Il y en a deux, je vous ai déjà montré si vous me suivez sur Instagram, puisque ce sont des cadeaux pas d'anniversaire du tout, de Noël très tardif, qui devaient arriver plus tôt que prévu, mais ça l'a pas fait, etc. dans la livraison, de mon frère. Du coup j'en ai deux à vous présenter. J'ai un achat que j'ai fait quand j'étais au Saint-Jean-Rio, avant d'aller au ski. C'était pas du tout prévu, mais je l'ai vu et je me suis dit de toute façon je veux tous les one-shots de cet auteur, donc autant y aller. Voilà, je n'avais aucune excuse pour pas le prendre. Et alléluia, j'attendais deux livres du livre de poche, deux SP du livre de poche, qui m'avaient été envoyés autour du 20 janvier, quelque chose comme ça, sauf qu'il y a tellement de retard avec la poste en ce moment que ça n'arrivait pas. Et comme par hasard, j'ai contacté Margot du livre de poche tout à l'heure, et en lui demandant s'il y avait eu un oubli ou s'il y avait un problème au niveau de la poste. Et elle m'a dit qu'elle les avait bien envoyés, donc elle allait me les renvoyer. Je vous jure, 10 minutes après, le facteur passe. C'était CSP. Voilà. Donc bon, de toute façon, ils ont autant des problèmes à Paris que nous ici en Champagne, donc, et je pense qu'un peu partout en France en ce moment la poste, donc voilà, je vais pas m'en plaindre. Mais du coup, ça fait une petite pile de 5 livres à vous présenter. Je les ai déjà ouverts parce que je voulais vérifier si c'était bien ça avant de vous prendre. Du coup c'est parti, on va commencer dans l'ordre avec les cadeaux de mon frère. Alors je lui avais fait une liste, vous savez en fait la liste que je vous avais fait des livres que j'aimerais acheter à mon retour en France. Je m'étais pas fatiguée plus que ça, je lui avais pris en photo et je lui avais envoyé, je lui avais dit prends ce que tu veux là-dedans. Moi je prendrais rien avant mon retour, donc au moins voilà. Et puis après quand il était venu à Montréal, il les avait déjà achetés, sauf que voilà il y a eu ce problème. Du coup je lui ai dit bah dis-moi juste lesquels c'est, et comme ça au moins je saurai lesquels je dois pas acheter à mon retour en France. Et du coup j'étais très contente il m'a dit j'ai choisi par rapport à la couverture. Voilà, donc c'était ses couvertures préférées dans tous les livres que j'avais sélectionnés. Donc tout d'abord il y a celui-ci, donc Les Dieux de Jade et d'Ombre de Silvia Moreno Garcia aux éditions Brajlon. Silvia Moreno Garcia, j'ai déjà lu Mexican Gothic et La Fille du Docteur Moreau. Il me semble d'ailleurs que ce sont les deux seules qui étaient jusque maintenant éditées en France, chez Brajlon du moins. C'est un one shot qui fait un peu plus de 300 pages, donc il va lire extrêmement bien. Et j'avais beaucoup aimé Mexican Gothic, un peu moins La Fille du Docteur Moreau, mais c'est toujours des romans hyper atmosphériques et c'est ce que j'apprécie chez cette autrice. Et ici c'est plutôt sur de la mythologie maya, je crois. Ça se passe au Mexique dans les années 20 et j'avais vu un très bon retour de Amandine de Plume et Chimère sur Instagram. Et un peu moins d'autre côté, mais comme je lui fais pas mal confiance sur la fantasy, et encore une fois je vous l'ai dit, j'ai déjà découvert cette autrice et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc je pense que ça peut vraiment le faire. Donc je suis vraiment très contente qu'il m'ait pris celui-ci. Et un gros bébé, mais vraiment un gros bébé, je pense que c'était l'un des plus gros qu'il y avait dans cette palle, donc je suis très contente. Il m'a pris, attention c'est shiny, Le Trône de Jasmin de Tasha Suri, donc aux éditions Hachette dans le rayon imaginaire. Donc il me l'a pris en hardback, donc avec ce jaspage, vous savez, avec la couverture qui fait penser aux habits traditionnels de l'Inde. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir. C'est une saga que je rêve de commencer depuis très longtemps. Donc bon, par rapport au Silvia Moreno Garcia, il est très gros. Je sais pas combien de pages il fait. 675, donc j'ai très hâte. Il s'écrit, mon dieu, c'est écrit petit. Bon après il y a des grosses marges, oui ça va, il y a des grosses marges. Et c'est une trilogie et j'en entends que du bien. Il y a des cartes, regardez, hop, je veux pas trop en savoir, du coup je vais même pas regarder, c'est juste écrit couronnée par le Best Fantasy Award 2022, cette plongée envoûtante dans un imaginaire nourri d'épopées mythologiques indiennes est revisitée par le regard volontairement féministe de Tasha Suri, jeune pousse prometteuse de l'imaginaire anglo-saxon. Voilà. Je ne veux pas en savoir plus puisque je pense que c'est une saga que je vais essayer de commencer là au premier semestre 2025 si tout va bien. Mon dieu, toutes les sagas que je veux commencer, qui sont énormes en fantasy, c'est très compliqué. Mais encore une fois, c'est l'une des sagas qui tourne le plus sur c'est The Jasmine Throne en anglais.
sur les réseaux sociaux littéraires et qui a des notes absolument excellentes. Donc voilà, je veux vraiment le découvrir. Il est sorti depuis maintenant un petit moment en français, je crois, 2023. Ouais, ça va faire 2 ans cette année. Du coup, n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez lu et si vous l'avez apprécié. Voilà pour les 2 petits gros cadeaux. Ensuite, du coup, je vous parlais d'un livre donc, que j'avais repéré quand on était sur Saint-Joriot, parce qu'il y a une librairie juste en face de chez nous. Voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Et en plus, c'était un one-shot, comme je vous le disais, très petit. Il fait 340 pages. Franck Tillier, voilà. Moi c'est bien parce que j'ai un template avec pour savoir si ça fait partie de la grosse saga de Annabelle et Charcot et Annabelle, si ça fait partie de la saga avec le labyrinthe, le manuscrit mal inachevé, etc. Ou si ce sont des one-shots. Et du coup, lui je l'avais jamais vu encore en magasin et c'est un one-shot. Donc je n'ai pas réfléchi très longtemps, ça se lira très bien. Par contre le résumé, je vous le lis parce qu'il est très petit, il est très intriguant, mais c'est très bizarre. Un homme se réveille au fond d'un gouffre, 2 inconnus et son fidèle chien comme seul compagnon d'infortune. Il est enchaîné au poignet, l'un des 2 hommes à la cheville et le 3e est libre. Mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable qui explosera s'il s'éloigne des 2 autres. Qui les a emmenés là et pourquoi ? Ça a l'air hyper intriguant, donc écoutez, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Les one-shots, j'en ai lu 3 des one-shots de Franck Tillier. J'ai pas encore commencé ces 2 autres sagas. Je passe toujours un bon moment, mais c'est vrai que je vous l'avais dit, je trouve que c'est un peu toujours le même schéma narratif, donc j'espère que ce sera autre chose avec celui-ci. Et du coup, comme je vous le disais, j'attendais 2 services de presse de la part des éditions Le Livre de Poche, donc je suis trop contente. Parce que du coup, ce sera un nouveau partenariat cette année. C'est vraiment une maison avec qui je rêvais d'avoir ce genre d'opportunité en commençant sur Instagram parce que j'adore leur catalogue imaginaire chez les livres de poche. Je lis peu d'autres genres, on va dire, chez cette maison d'édition, mais l'imaginaire, j'aime beaucoup. Et le poche, j'en lis de plus en plus. Franchement, le format poche, je trouve que c'est tellement agréable. Tu peux l'emmener partout. J'ai moins de scrupules à ce qu'il soit abîmé rapidement. Donc ça, ça m'arrange en fait d'avoir 2 formats poche. Du coup, j'en ai demandé un au début, c'était pour celui-ci que je l'ai contacté. Et ensuite, j'ai repéré, en allant sur leur catalogue, un autre d'une autrice que je voulais lire depuis pas mal de temps maintenant. Donc, du coup, j'ai demandé le mastodonte, qui n'est autre que Contes de fées de Stephen King. Alors si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas l'horreur, j'ai peur des films d'horreur, j'ai peur de l'horreur, bref, je suis vraiment une grosse flippette. Mais du coup j'avais essayé de lire Stephen King avec une nouvelle qui était publiée aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Donc c'est vraiment les éditions pour la jeunesse, donc c'est les petites nouvelles qu'il a fait pour un public jeunesse. Et j'avais beaucoup aimé l'ambiance, mais bon, c'était une nouvelle à l'époque qui faisait 80-100 pages, quelque chose comme ça, donc bon, c'était rien du tout. Mais c'était mon premier Stephen King. Et là, quand j'ai vu celui-ci, ça m'a beaucoup donné envie parce que je crois, si je me trompe pas, que c'est plus du fantastique que de l'horreur, qu'il y a très peu d'horreur, voire pas du tout. Je sais pas si vous l'avez lu ou si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, il fait 1050 pages. Voilà, donc on verra bien. Je sais juste qu'on va suivre un jeune garçon ou un lycéen qui est sportif et bon élève, mais sauf qu'il a un gros fardeau. Sa mère a été tuée dans un accident avec délit de fuite quand il avait 7 ans et ça a poussé son père à tomber dans l'alcool. Ensuite, on le retrouve quelques années plus tard quand il a 17 ans. Donc c'est lui qui prend soin de sa famille, qui prend soin de son père. Et l'année de ses 17 ans, il fait la connaissance d'une chienne qui s'appelle Radar et de son maître qui s'appelle Howard Bowditch, qui est un reclus qui vit dans une maison au sommet d'une colline. Et du coup, il va commencer à s'attacher au chien et à faire des travaux pour ce monsieur. Sauf qu'il se rend compte qu'il y a des sons étranges qui sortent parfois de la remise qui est fermée à clé. Alors, je ne sais pas quand, plus tard par rapport à tout ça, le maître du chien va décéder. Et en fait, il a laissé à Charlie son héritage et une cassette qui raconte son extraordinaire histoire et le secret de toute sa vie. Parce qu'à l'intérieur de cette fameuse remise, il y a un portail vers un autre monde. Et du coup, j'en sais pas plus, mais je sais juste que ce garçon va rentrer dans cet autre monde et c'est à partir de là qu'il va se passer énormément de choses. Alors je crois qu'on m'avait dit que j'avais vu passer que le début était très lent. Mais une fois que Charlie est dans l'autre monde, ça se passe, c'est beaucoup plus rapide et on est totalement pris dans le récit. Donc on verra bien si c'est le cas. Et encore une fois, ce sera mon premier vrai Stephen King, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que c'est un auteur que j'ai toujours voulu tenter quoi qu'il arrive.
Mais je sais que j'ai pas les tripes encore de tenter ces récits d'horreur parce que bah, tout simplement j'aime pas ça. J'ai envie de passer des bonnes nuits. Donc voilà pour celui-ci, c'est un one shot. Non, je crois que c'est un one shot. Il me semble que c'est un one shot, hein, je pense. Ah, c'est écrit si vous voulez. Vous avalerez conte de fées sans le moindre effort. Ce récit renferme une fragilité humaine charnelle et un cœur parfaitement fonctionnel. Son intrigue n'est pas motivée par le désir de son héros et de faire fortune, mais par quelque chose d'aussi puissant que l'amour d'un garçon pour son chien. Voilà. Ça a l'air très très touchant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup, je vous disais, j'ai repéré dans leur catalogue une sortie. Alors les deux sont déjà sortis parce que celui-ci, le conte de fées est sorti mi-janvier et celui-ci que je vais vous montrer est sorti fin janvier. Donc voilà, tout est déjà sorti si ça vous intéresse. Du coup, c'est une autrice que j'ai toujours voulu découvrir parce que je crois qu'elle est de base publiée chez Albin Michel Imaginaire, si je me trompe pas, qu'elle est francophone, si je me trompe toujours pas. Oui, c'est ça, Albin Michel Imaginaire. Voilà. C'est Les Chants de Nuying de Émilie Kerbalek, donc qui fait partie des prix des lecteurs dans la sélection 2025, donc je savais pas du tout, donc c'est très très chouette. Et c'est de la science-fiction, donc c'est un one-shot de science-fiction. Et pour ça, par contre, je vais vraiment vous lire totalement le résumé, parce que c'est pas mal... Voilà, vous allez voir pourquoi ça tourne vers la science-fiction. Il y a beaucoup de termes qui sont intrigants, parfois difficiles, donc je préfère ne pas vous dire n'importe quoi. Donc c'est écrit, il y a 30 ans, la sonde Mariner a enregistré en provenance de Nuying, une planète située à 24 années-lumière de la Terre, des chants semblables à ceux des baleines. Obsédée par cette découverte, Brume est devenue bioacousticienne et s'apprête aujourd'hui à embarquer à bord d'un vaisseau pour un voyage de 27 ans. Cette mission scientifique organisée par le milliardaire Jonathan Way est aussi l'occasion pour lui de tester une technologie révolutionnaire, la réincarnation numériquement assistée. Mais ce procédé qui permet de numériser la conscience et les souvenirs d'un individu afin de les transférer dans un nouveau corps est loin d'être sans risque. Donc ça, je sais pas, c'est hyper intriguant. Ça s'enlève. Si jamais je sais qu'il y a des personnes qui détestent ça, j'ai vérifié, ça s'enlève. Et j'ai trop hâte en fait juste de découvrir la plume d'Émilie Kerbalek parce que j'en ai entendu que du bien de tous les fans de SFFF. Donc on verra bien ce que ça va donner et il fait 530 pages. Bon après je trouve que le livre de poche ça va, c'est pas écrit trop petit. Ah oui voilà, et elle avait écrit également Quitter les mondes d'automne à l'époque qui me donnait aussi très envie. Donc on verra bien. Elle a gagné le prix Méditerranée de l'imaginaire 2023. Et la couverture, c'est une illustration de Manchu. Je crois que c'est la couverture du grand format, si je me trompe pas. Et pour celle-ci, c'est Pavel Konikov. Bon, je ne sais pas trop. Mais je crois qu'ils ont gardé à chaque fois les grands formats. Quoique celle-ci, je ne suis pas sûre. Bon, bref, peu importe. Vous voyez un peu, j'ai de quoi faire et j'ai extrêmement hâte, mais hâte de tous les découvrir. Là, c'est compliqué de faire un choix pour ma prochaine lecture. Bon, je le sais parce que c'est un SP. Mais voilà, vous m'avez compris, j'aimerais tous les lire en même temps. Malheureusement, c'est impossible. Du coup, je vous retrouve bientôt pour un nouveau plan parce que je sais que j'attends d'autres livres qui risquent d'arriver dans les jours à venir. Je vous retrouve très longtemps après, pas mal longtemps après, je sais plus. Je sais plus comment je vis, puisque j'ai été malade cette semaine et demie qui vient de passer. Du coup j'étais vraiment au bout du rouleau. Quand je vous dis malade, c'est vraiment au bout, j'étais dans mon lit, je ne bougeais plus. Mais du coup j'ai reçu la semaine dernière 3 livres, donc une BD et 2 romans que je voulais vous montrer absolument, 2 SP et un achat. On va commencer tout de suite avec les achats. Il y en a un que je devais recevoir de base en tout début d'année, mais j'avais pas de nouvelles. Et du coup c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait eu plein de problèmes avec la poste. Parce que plusieurs maisons d'édition m'avaient envoyé des choses et que je n'avais jamais reçues. Donc bon, j'étais un peu deg, comment dire. Du coup il y avait cette BD et je suis très contente puisque je l'ai déjà lu. C'est Les Chants du Chaos. Donc le tome 1, Semaille de LK, aux éditions Rue de Sèvres. Il est magnifique, il est absolument magnifique. J'espère que ça va bien rendre sur la caméra parce qu'il y a des... C'est pas des dorures, des rougures tout autour ici. Et juste pour vous montrer un peu l'intérieur, les planches sont sublimes. Vraiment, je suis trop fan. Hop, je vous en parle pas forcément là de ce que j'en ai pensé, puisque je vais en parler dans mon point lecture du mois de janvier, mais je suis vraiment très fan. Juste pour vous dire que j'ai beaucoup aimé, que j'ai hâte d'avoir
Le tome 2, c'est de la fantasy adulte. Donc voilà, un très bon point pour celui-ci. Et ensuite, en second SP que j'ai reçu de la part de la maison d'édition, pourquoi il y avait ça? Il y avait un bout du livre. Du coup je l'ai demandé, avant j'ai demandé si c'était possible de le lire sans avoir lu le tome 1 qui était sorti l'année dernière, je sais plus à quelle période, mais il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'en ai entendu que du bien, Laurel qui avait beaucoup aimé le tome 1, et je sais pas, j'avais en tête que ça se lisait indépendamment, du coup c'est ce que j'ai demandé à Gulfstream et ils m'ont assuré que oui, du coup ils m'ont envoyé ce tome 2 si on peut dire, qui est L'empoisonneuse des bas-fonds de Aurélie Croiset. C'est une couverture en soft touch, j'adore. Donc ça se passe à Paris au début du 19e siècle. Ils mettent une enquête palpitante au cœur du Paris ouais, j'ai encore du mal à parler avec mon nez et tout. Napoléonien, mêlant avec brio ésotérisme, criminologie et romance. Donc hashtag thriller et hashtag historique dans la collection Echo. Il est très très beau et encore une fois j'avais vu que des excellents avis sur le tome 1. Il fait un peu plus de 400 pages. Je pense que ça va se lire très bien. Et je sais qu'on va suivre du coup Louise qui est une apprentie cartomancienne. D'ailleurs je me demande si c'était pas le nom du premier tome. Et qu'elle a une capacité pour lire les expressions des visages. Donc elle est devenue la coéquipière de la devineresse Marie-Anne Lenormand et de l'inspecteur Brandicourt. Voilà, donc moi on me dit... enquête, je suis toujours très partante, donc très hâte de le lire. Je pense qu'en plus qu'il va se lire très vite et c'est bon, là je suis à jour, non, pas presque à jour dans les services près de Gulfstream, donc je pourrais le lire très très rapidement. Et ensuite une sortie que j'attendais extrêmement depuis son annonce sur les réseaux sociaux, même depuis sa sortie en VO, mais je savais que je voulais pas le lire en VO parce que ce serait trop compliqué. C'est le nouveau Anthony Ryan, oula, hop les reflets. Donc Une marée d'acier noir, donc le tome 1, L'âge de la fureur, aux éditions Brajlon. Donc ça c'est un achat, il est très très gros. Ouais, non ça va, 540 pages mais bon, comme c'est écrit, ça va, on va dire, hein. Plutôt gros. Anthony Ryan, j'ai pas encore eu la chance de le découvrir. J'ai le Paria aussi, le tome 1 du Paria dans ma palle, que j'ai toujours pas commencé, mais c'est vraiment un auteur que je voulais absolument découvrir en fantasy adulte parce que j'en entends que du bien. Surtout celle-ci parce que je crois que c'est sur la mythologie nordique si je me trompe pas, ou du moins inspirée de la mythologie nordique. Qu'est-ce qu'ils disent de beau? Bah attendez, vous savez quoi? Parce que là, autant pour les autres, bon ça peut le faire, autant pour celui-ci, je saurais plus vous dire de quoi ça parle exactement. Donc c'est écrit: une nouvelle ère est née, placée sous le signe du sang et de l'acier. Le royaume d'Ascaria, terre fabuleuse de sagas épiques et d'acier trempé dans le sang, est dirigé par les reines sœurs depuis des siècles. Personne n'a jamais osé remettre leur autorité en question jusqu'à ce jour. Des rumeurs évoquent des dracars transportant de mystérieux guerriers tatoués, voguant sous la bannière d'un culte assassin qu'on pensait disparu. Une marée d'acier noir menace de détruire tout ce qui se trouve sur son chemin. Je ne vais pas en lire plus, je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois des sorties que j'attendais plus en 2025. J'ai prévu de le lire avec Cécilia de Jurassic Jones dans les mois à venir, parce qu'elle adore également tout ce qui tourne autour de la mythologie nordique. Donc je pense que ça peut être très très chouette. Je sais pas combien de tomes sont prévus, je sais pas du tout. Mais de toute façon il me semble pas que le tome 2 soit déjà sorti en VO, donc on verra bien. Mais j'ai extrêmement hâte. Donc voilà un peu pour les derniers... pour ce que vous avez loupé. Je vous retrouve, nous sommes vendredi 21 février. Finalement je vous retrouve plus vite que prévu. Bon après je savais que j'avais des services presse qui arrivaient, mais j'ai accompagné ma mère ce matin à la librairie parce qu'elle voulait s'en commander un. Je lui ai dit tu ne vas pas à la librairie sans moi, voilà. Du coup c'est chose faite et je suis contente parce que, alors je savais de toute façon que je voulais craquer, hein, j'y allais pas pour rien, mais j'ai trouvé 2 suites de sagas du même univers, vous allez voir, que je voulais lire depuis très très longtemps, enfin depuis pas mal de temps maintenant, mais qu'à chaque fois j'allais en librairie, ils y étaient pas, et dès que je faisais une commande sur la Fnac ou autre, j'y pensais pas. Donc là quand j'ai vu qu'ils étaient en magasin, je me suis dit ok c'est un signe, je les prends tous les deux. Du coup je me suis pris le tome 2 et le tome 2
de Capitale du Sud et Capitale du Nord, donc de Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier. Donc vous savez, toujours dans la grosse saga de la Tour de Garde aux éditions aux Forges de Vulcain. J'avais adoré le Capitale du Sud, le tome 1. J'ai beaucoup aimé le Capitale du Nord, le tome 1 qu'on a lu avec... en même temps, on se concertait forcément avec l'Oralie en fin d'année dernière. Et du coup, depuis, je savais que je voulais absolument découvrir la suite. Donc bon, bah écoutez, ça va être chose faite. Sachant qu'en plus, ils sont vraiment pas très grands. Ouais, lui, il fait 400 pages. Et... lui fait 420 pages. Donc bon, je suis très contente parce que c'est une saga que je veux absolument avancer et terminer cette année. Donc bah écoutez, ça va, je pense que ça va très vite se faire. Je pense que je vais lire je vais lire les suites dans pas mars, avril, quelque chose comme ça. Vraiment dans pas très longtemps. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte. Alors je voulais pas préciser, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la fantasy francophone. Donc où vous devez, si vous avez vu mes autres vidéos, vous devez alterner entre le tome 1 de Capitale du Sud, ensuite le tome 1 de Capitale du Nord, etc. jusqu'au tome 3 pour les deux sagas. Et bah voilà, qui fait extrêmement parler d'elle. Avec celle-ci, il y avait beaucoup inspiration comme ça. On était dans le sud de la France, donc j'ai trouvé ça très chouette. Ça, c'est un peu plus tourné vers le côté commercial, vers les enjeux commerciaux. Mais la magie apparaît au fur et à mesure dans chacune des sagas, et on commence à déjà avoir des points communs entre Capitale du Nord et Capitale du Sud et Capitale du Nord. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et ensuite j'ai reçu 2 services de presse. Un que j'ai demandé quelque chose comme hier, donc je m'attendais pas du tout à le recevoir aujourd'hui. Je suis extrêmement contente, ils sont d'une efficacité folle et je suis très contente parce que je vais lire le tome 2 à partir de demain avec Kelly de la magie des mots en lecture commune. On se le fait là pour la dernière semaine du mois de février. J'avais tellement aimé le tome 1 de cette saga, du coup j'ai demandé parce que comme là je savais qu'il sortait la semaine prochaine, il me semble, je crois, le tome 3 des Cités Divines de Robert Jackson Bennett, avec une couverture encore une fois incroyable, donc de la part d'Albin Michel Imaginaire. Je sais pas si on va bien voir, mais Didier Graffé, oui c'est ça, hein, je crois. Oui, voilà, illustration de couverture Didier Graffé. J'allais dire, ça a toujours été ça au niveau des couvertures de ce genre, donc vraiment il fait un travail de dingue. Toutes les 3 couvertures des 3 tomes sont magnifiques, et du coup ça clôturera une trilogie également de Robert Jackson Bennett, donc qui est le même auteur que Les Maîtres en Luminaire, qui est déjà disponible entièrement si vous voulez chez Albin Michel Imaginaire, et qui a commencé à sortir au livre de poche, il me semble, en petit format. Donc ouais, je suis extrêmement excitée. J'avais adoré le tome 1, j'avais adoré les personnages, j'avais adoré le système de magie, la mythologie mise en place. Vraiment ça avait été une trop bonne découverte. Et puis là du coup je pense que je vais passer un super moment avec le tome 2, parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner avec la protagoniste qui a changé entre le tome 1 et le tome 2, mais qu'on avait déjà rencontré dans le tome 1. Et bon bah là je veux pas en savoir trop parce que je veux me laisser la surprise. C'est quand même un beau bébé, hein. Il fait 560 pages. Bon, après je trouve que les Albin Michel Imaginaire sont écrits plutôt gros, donc ça se lit plutôt bien. Et j'ai encore eu le même perte que page des Maîtres en Luminaire. Donc voilà, très hâte de découvrir celle-ci, et j'espère qu'on aura vite une date de sortie pour celle qui est en train d'être traduite. Enfin, pas d'être traduite, celle qui est en train d'être publiée en anglais, sa nouvelle saga de Robert Jackson Bennett, parce que j'ai vu que des avis absolument incroyables, et je pense que Michel Imaginaire va continuer à le publier, donc vraiment je ne peux que vous encourager comme d'habitude à découvrir Robert Jackson Bennett, parce que c'est devenu l'un de mes auteurs chouchous. Il était dans mon top 10 de 2024, c'est pas pour rien. Voilà pour celui-ci. Et enfin là, tout à l'heure, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres Mickey 7 de Edward Ashton. Donc vous savez, c'est c'est le livre qui a inspiré le film là qui va bientôt sortir, qui est sorti. Non, je crois qu'il n'est pas encore sorti, avec Robert Pattinson, Mickey 17, où c'est une personne qui est envoyée pour des missions à haut risque, on va dire, et en fait c'est une personne à chaque fois qui vont ressusciter, ils vont l'appeler Mickey 7, s'il meurt, il est envoyé sur une autre mission, ils vont l'appeler Mickey 8. Mickey 8, et apparemment il va y avoir un souci parce qu'à un moment donné ils vont se retrouver, et à chaque fois ce sont des sosies, et à un moment donné ils vont se retrouver à 2
sur la même mission, on peut dire, et sauf que c'est absolument interdit et du coup ça va tout chambouler. Donc voilà, c'est de la science-fiction. Alors si c'est un peu comme dans le film, la bande-annonce, je pense que ça peut être drôle. Il peut y avoir une partie qui peut être très très drôle. Du coup là ils l'ont réédité en format semi-poche, donc il est à 16,95, pas en poche. Et il y a une interview du réalisateur du film à la toute fin dans cette version. Donc il fait 380 pages, donc ça va se lire vraiment très très rapidement. Puis c'est écrit très gros pour du Brajlon, donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. En plus là je suis en train de terminer le dernier Brajlon SF que j'avais à lire. Donc bon bah au moins je pourrais ensuite lire un peu plus tard dans le mois de mars celui-ci, mais surtout que ça one shot. Donc voilà, je pense que ça va être très très chouette. Et voilà pour mes réceptions du jour et pour mes achats du jour. Donc on se retrouve peut-être, je ne sais pas, ou sinon je clôturerai plus tard pour des nouvelles réceptions. De toute façon je sais que j'attends encore des SP, sauf que comme on a des gros problèmes avec la poste, je sais jamais, en fait soit j'ai l'impression qu'ils les perdent ou j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y a toujours un peu des soucis encore en ce moment. Donc on verra si je les reçois ou pas. Je vous dirai ça. Bon, j'étais tellement excitée que je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis le micro avant, donc désolée. Du coup, est-ce que je vous montre tout de suite? Bon. Je vous montre de loin. Hop, un petit marque-page, comme ça je ne spoil pas la saga. C'est écrit « Trust is the thread that binds us and the rope that hangs us ». La confiance, c'est un lien qui nous unit et la corde, celui qui nous pend. Voilà, bon c'est une traduction littérale, hein, vous l'aurez compris, mais c'est écrit février 2025. Et ensuite, et ça je trouve ça si chou. Attendez, je crois qu'il faut que je prenne en photo, parce que sinon je pourrais plus le refaire. Alors du coup, ouvrons cette petite beauté. Ah, je suis trop excitée. Voilà, hop. Voilà. Du coup, j'ai même pas envie de l'abîmer, l'emballage. Je vous le montre en premier. Tadam! Beauté! The Mask of Mirrors de M.A. Carrick. Voilà, qui est trop beau. Je sais pas si... Je veux pas qu'il fasse le focus sur moi. Fais le focus sur cette beauté. Et regardez, donc là c'est du foil. Hop. Le dos. Les Sprayed Ages. Donc ce sont des cartes de tarot, ce genre de choses j'imagine. Qui font tout le long ici. Donc il y a un petit ruban là, je sais pas comment on appelle ça. Ça se passe à Venise, normalement. Je vous en avais parlé dans la vidéo des livres que je voulais absolument découvrir. Je crois. Ok, beau. Attendez, je vous montre l'autre côté avant de vous montrer le derrière. Comme ceci. Il y a un monsieur là, j'espère qu'on voit bien. Et du coup... Voilà. Très beau. Et là c'est une rose. The Mask of Mirrors. Donc c'est une trilogie comme je vous le disais. Là il y a une map. Une carte de la ville dans laquelle ça se passe. Qui est comme ça, de ce sens-là. Hein. Et voilà, c'est un sacré bébé, waouh, 630 pages. Ouais. Et je vous rappelle que dans mes résolutions de l'année, j'avais mis que tous les livres comme ça que je recevais des box, et je voulais absolument les lire dans le mois qui vient pour être à jour et surtout pour ne pas s'accumuler comme je l'avais pu le faire pour faire Hello Illumicrate. Donc va falloir que je prenne le temps au mois de mars de découvrir ce gros bébé. Mais j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Trop contente. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas? Et c'est écrit derrière Fortune favor the bold,
Magic Fever The Liars. Et j'ai pas précisé, mais M.A. Carrick, c'est un duo d'autrices donc qui sont Marie Brennan. Ah, celle qui a écrit les mémoires de Lady Trent, j'en avais entendu parler aux éditions La Talente. Et Alec Helms, qui est l'autrice de The Adventures of Mr. Mystic. Je ne connais pas. Elles se sont rencontrées en archéologie. Ah, c'est drôle ça. Alors, pour le résumé, j'essaye de vous le faire, hein, ça va être compliqué. Alors, des cauchemars rampent dans la ville des rêves. Renata Virodax est une artiste qui est venue toujours dans la ville pétillante de Nadezra, donc la ville des rêves, avec un seul but, se faire un chemin vers la plus noble des maisons et sécuriser sa fortune et le futur de sa sœur. Mais en gros, alors qu'elle essaye de se faire ce chemin dans une des maisons les plus aristocratiques, qui est la maison Trementis, donc elle réalise que sa mascarade n'est juste qu'une seule parmi toutes celles qui l'entourent. Et pendant que la magie corrompue essaie de se faire sa place dans Nadezra, donc la ville où ça se passe, donc les querelles toxiques de l'aristocratie et les dangers de la face cachée démunie de la ville s'entremêlent en gros, avec Ren, donc Renata notre protagoniste, en son centre. Voilà un peu pour ce résumé. Donc apparemment il va y avoir pas mal de complots politiques, de faux semblants. Donc bon bah écoutez, pourquoi pas. J'ai vu comme je vous l'ai dit des très bons avis sur les réseaux sociaux. La saga en elle-même est très bien notée, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je l'ai pas précisé, mais bien sûr c'est une fantasy fantastique adulte. Donc voilà pour cette première réception de The Broken Binding. On se retrouve jeudi 27 février et ce sera la dernière fois du mois parce que demain, bon, c'est le dernier jour et j'attends plus rien normalement. Et le peu de SP que j'attendais de base ne sont pas arrivés depuis quelques semaines, donc je pense que je les recevrai pas. Mais je vais vous montrer puisque j'ai reçu un petit colis de la FNAC. J'avais fait une précommande d'un livre en particulier qui est dans beaucoup de mes vidéos dont je vous parle puisque j'attendais la sortie avec impatience, mais un truc de malade. Je l'ai précommandé et je me suis dit bon bah quitte à faire une commande, autant rajouter deux petits que j'avais gardé en tête, mais c'est vraiment des suites de sagas que je voulais absolument puisque je suis dans l'optique de continuer mes sagas, sauf que j'ai remarqué que j'ai beaucoup de grosses pavasses dans mes sagas en cours. Du coup c'est un peu démoralisant, donc si j'arrive à mettre là-dedans entre deux des petites suites de sagas, bah écoutez ça me motivera beaucoup plus à avancer dans tout ça. Du coup, ne perdons pas plus de temps, merci pour votre achat, vous avez fait un très bon choix, I know. Alors le premier qui est sous blister, ma foi, c'est la première fois je crois que je reçois un livre comme ça sous blister. Du coup, je vous en ai parlé dans ma vidéo des sorties, je crois que j'attendais le plus cette année, et également la vidéo des favoris de certains booktubeurs, bookstagrammeurs. C'était le favori d'une booktubeuse américaine, je crois, si je ne me trompe pas, je sais plus si elle est anglaise ou américaine. Mais du coup j'ai extrêmement hâte. En plus cette version, j'avoue que là ils ont fait une très chouette version, elle est trop belle. Du coup je me suis pris Les aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty, donc qui est l'autrice de La Cité de Laiton, que je n'ai pas encore découvert, mais j'ai eu les 3 tomes dans ma palle. Oupsie. J'avais essayé il y a quelques mois de ça, sauf que j'ai senti que c'était pas le bon moment, donc j'ai pas voulu forcer. Mais lui était dans le top d'absolument tous les booktubeurs anglophones que je suis l'année dernière. Du coup je pense que ce n'est pas pour rien. Il me donne extrêmement envie, c'est une fantaisie maritime adulte. C'est pour ça que je l'ai pris, donc juste pour vous montrer un peu à quoi il ressemble. Il est canon, canon. Il y a un jaspage comme ceci, hop, qui prenne pas ma tête, avec un bateau au milieu, avec, je sais pas si je crois que c'est des pieuvres en dessous. Je vous parle du résumé juste après. Ensuite, en dessous, il est canon. En dessous, il est comme ça, donc il y a de la dorure, hop, avec le bateau, toujours la même illustration, avec écrit les aventures d'Amina El-Sirafi, donc avec les poignards, etc. Le dos, qui est très beau, et la quatrième de couverture, enfin la dernière, où il n'y a rien, et de... Waouh! Regardez-moi ça. Je sais pas si on le verra bien, mais ici c'est des dorures.
En fait il y a beaucoup d'endroits où ce sont des dorures. J'essaye de jouer avec la luminosité pour vous montrer. Et c'est la carte du coup la carte du grand océan Indien, ses mers, ses rives et ses environs. C'est trop beau. Par contre je savais pas que ça avait lieu dans notre monde. Parce que je vois Sri Lanka, Jérusalem, Constantinople, Le Caire. Ok, bah écoutez pourquoi pas Madagascar. Et l'arrière je crois que c'est la même. Ouais c'est la même carte qui est juste ici. Quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a ici, donc c'est écrit les aventures d'Amina Al-Sirafi. Hop, j'imagine, voilà, la même carte qui est superbe. Je pense que du coup ils l'ont fait pour que ça aille également sur la version brochée. Et il y a une remarque de l'autrice, ok. Et puis après, quelques mots sur ce qui... Oh, j'adore, il y a beaucoup de choses. Avant le récit, c'est écrit remarque de l'autrice. Il y a un extrait d'un livre en particulier, quelques mots sur ce qui nous attend. Voilà. Un peu pour cette beauté. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Sur le côté de la jaquette, déjà c'est écrit: lorsqu'Amina a décidé de reprendre sa vie en mer, elle est devenue davantage qu'une pirate, elle est devenue une légende. Oui, parce que je crois que c'est... D'ailleurs, on suit un personnage qui est un peu plus vieux que les personnages qu'on suit habituellement, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Que c'était quelqu'un qui était parti, on va dire, à la retraite et qui a dû reprendre son ancien métier de pirate. Alors, on nous dit, au cours de sa vie mouvementée, la capitaine Amina Al-Sirafi a survécu au pire malandrin, à plusieurs maris et à un authentique démon. C'est donc en toute tranquillité qu'elle prend enfin une retraite bien méritée. Mais lorsqu'elle est sollicitée pour retrouver la fille disparue d'un ancien équipier, il lui est impossible de refuser. Impossible en effet de tourner le dos à une ultime aventure qui lui garantirait une récompense mirobolante, en plus d'aider un vieil ami. Cependant, à mesure qu'Amina remonte la piste des dangereux ravisseurs, il devient clair que l'origine de cette poursuite à travers l'océan Indien est bien plus trouble qu'il n'y paraît. Il est toujours risqué de vouloir accomplir une dernière mission et d'essayer de s'emparer d'un pouvoir millénaire dont le prix pourrait bien être votre âme. Et c'est traduit de l'anglais par Gaspard Houy. Et c'est écrit design de la couverture originale, illustration par Michaela Alceno, je sais pas exactement. Voilà, donc cette beauté, je vais vite la lire. Par contre, je suis surprise, je sais pas pourquoi j'ai été persuadée que c'était de la fantasy. C'est peut-être plus du fantastique du coup. Voilà pour ce premier. Ensuite, les seconds. Ok, il y en a un seul qui est donc protégé du papier bulle. Je sais pas pourquoi. Pourquoi pas. Du coup, ensuite, je me suis pris le tome 2 du journal d'un assassin, donc Martha Wells. Vous l'avez vu dans mon... Non, vous l'avez pas encore vu. Attendez, je sais plus. Non, vous l'avez pas encore vu. Il sera dans mon bilan de lecture du mois de février puisque j'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé et je veux absolument avancer dans cette saga. Pour l'instant, là, il y a le tome 7 qui vient de sortir en français. Et parce qu'il y a au mois de mai, il y a la série qui va sortir sur Apple TV. Donc je veux absolument être à jour pour pouvoir ensuite regarder la série. Donc on verra bien, c'est le tome 2, donc Schéma artificiel, toujours aux éditions La Talente. Et je pense qu'il est aussi gros que le premier. Ouais, 120 pages, quelque chose comme ça. Je crois qu'il était comme ça aussi le premier. Donc voilà pour cette suite de saga. Et enfin... toujours en suite de saga, et celle-ci je vous en avais parlé dans mon bilan de lecture du mois de janvier, que je voulais absolument continuer, parce que j'ai vu que le tome 3 sortait quelque chose comme en mars ou en avril, quelque chose comme ça, donc au moins si je peux être à jour, ce serait super. Donc du coup c'est le tome 2 de Prima Spacia, donc vous savez c'est le début de la saga en SF que j'ai adoré, donc pour lequel j'ai eu un petit coup de cœur en janvier, du coup de Filippi et Camboni. Donc là c'est le tome 2, la traque, donc qui est toujours publié chez Vent d'Ouest. Vraiment je suis trop fan. Je me souvenais pas que ça avait un effet comme ça là. Vous savez, je sais plus comment on dit, tout doux là. Et... oh non j'ai eu peur, je croyais que c'était à l'envers. Attendez, juste pour vous montrer un peu quelques planches. Enfin bref, moi je suis extrêmement fan. Hop. Voilà. Donc je vous dirai si la suite vaut autant le coup que le premier tome, et comme ça je pense que plus tard je me procurerai Colonie du même, je sais plus, je crois que c'est juste du même illustrateur, peut-être pas du même auteur, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises donc je ne dis rien. Mais voilà un peu pour mes dernières réceptions, mes derniers achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous font envie dans tout ce que je vous ai présenté, s'il y en a que vous avez déjà acheté peut-être, parce qu'il n'y a pas que des nouveautés dans cette sélection. Et à me dire si peut-être je vous ai donné envie de craquer pour certains. Donc et puis moi je vous fais de gros bisous, puis je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.